et on revenait de la plage, je crois, et on est passé derrière un immeuble. En fait, on a longé un immeuble et on a tourné. Et on a pris à gauche après l'immeuble. Et au bout du chemin, elle m'a dit excuse-moi, je peux te parler? Mais devant tout le monde comme ça, quoi. Et il n'y avait pas que nous quatre, il y avait quand même d'autres personnes, tu vois. Je dis oui. Et elle s'est tournée vers les gens, elle leur a dit excusez-moi, c'est perso. Et elle m'a dit viens avec moi. Et je vous jure que c'est vrai. On est parti. On a rebroussé chemin, donc on est revenu derrière l'immeuble. Elle m'a collé derrière contre le mur et elle m'a embrassé. C'était ça mon premier baiser. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio et j'ai la joie de recevoir aujourd'hui Ada Abdelli. Alors Ada, tu es tombée dedans quand tu étais petit, je parle bien sûr de l'humour. Tu as 54 ans, tu es comédien, co-auteur de la série Vestiaire, diffusée depuis maintenant 10 ans sur France 2. Tu es l'auteur du livre Comme sur des roulettes et depuis aujourd'hui, tu es le parrain de cette émission. Ouais. Bienvenue, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Tess pour cette présentation que j'ai trouvée vraiment superbe. Et moi, je suis aussi très très heureux d'être le parrain de ton émission. Et tu sais que je suis Marseillais et être parrain à Marseille, ça a du sens. C'est clair, attention, est-ce que tu es prêt à parler de premier baiser? Ah mais oui, mais complètement. Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi? Qu'est-ce que tu t'es dit quand je t'ai proposé de participer à cette émission? Tu t'es dit mince, je vais devoir en parler. Je vais devoir lui dire. Non, ça m'a pas posé de soucis, ça m'a juste renvoyé. J'adore les premières fois et puis se rappeler des premières fois. Et puis j'aime bien revenir un peu en arrière, puis revoir un peu comment on était à l'époque, comment j'étais à l'époque. Et puis je trouve que c'est une idée originale de parler du premier baiser. J'ai l'impression d'en avoir jamais parlé en fait. Non seulement de parler de ce premier baiser, mais de revoir cette époque, comment on était, qu'est-ce qu'on pensait. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une invitation à voyager dans le temps. J'ai adoré ce concept. De voyager avec toi dans le temps en plus. Moi, je me souviens de la première chose que tu m'as dit bah, c'est pas un problème parce que j'en ai parlé dans mon livre. Et moi, alors tout de suite, je suis allée regarder dans ton livre, du coup, je l'ai relu. Je me suis dit, mais il se moque de moi, il en a parlé, mais il en a pas parlé. J'en ai parlé sans en parler, c'est toute la beauté du livre. C'est pour ça quand on écrit, on peut dire plein de choses et d'où l'importance des mots. À travers des mots, on peut dire certaines choses qu'on est souvent les seuls à comprendre, à savoir à quoi ça renvoie. J'en ai parlé, oui, dans mon livre, mais je ne suis pas allé aussi profondément que j'irai aujourd'hui avec toi. Voilà, aujourd'hui, on va y aller, pour de vrai. Eh bien, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux bien nous dresser un petit peu le tableau de quel adolescent tu étais? J'ai l'impression que ça me renvoie très loin, mais c'était les tout débuts de l'adolescence. Après, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans un autre monde qui aujourd'hui n'est plus possible, à savoir que j'ai grandi dans un univers où les handicapés étaient parqués à part et les valides à part. Donc, en tant qu'adolescent, il fallait trouver sa place au milieu et c'était très compliqué de gérer son handicap, ses amitiés, son milieu social, ses fréquentations. Et j'avais des tas de questions, des tas de frontières autour de moi, je savais pas trop où aller. Mais une qui était évidente, c'était les filles et c'était plaire. Et c'était pas si évident pour nous parce que ben voilà, on allait être avec des filles qui devaient nous juger sur notre physique. J'étais quand même handicapé, je paraissais lourdement handicapé parce que j'avais une paire de béquilles, parce que j'avais des appareils qui étaient très très gros à l'époque et voilà. Donc j'avais un gros complexe quand même physique. Dans le tas, je traînais toujours avec un ami d'enfance que je revois toujours. Il est sorti avec une fille dont j'étais fou amoureux et évidemment, je suis sorti avec sa sœur qui voulait bien sortir avec moi. Elle s'appelait Denise. Tu es sorti en fait avec la sœur de la fille dont tu étais amoureux. Absolument. Pour être à côté d'elle d'une et de deux, c'était déjà exceptionnel pour moi qu'une fille veuille sortir avec moi à l'époque. Et donc, évidemment, la première chose que je lui ai dit, j'étais tellement intimidé, c'était tellement compliqué parce qu'il fallait trouver l'endroit où le faire. Et quand je parle de l'endroit, c'était l'endroit géographique. Hein. C'était compliqué dans le quartier où on vivait. Donc, on s'est éloigné dans un jardin, on s'est mis derrière un arbre. Enfin, c'était un truc complètement dingue. Tu avais quel âge, Ada? Je pense que, alors j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais je pense que je devais avoir entre 11 et 13. Entre 11 et 13 hein. Oui, je devais avoir entre 10 et 13 ans. Et on s'est embrassés et évidemment, c'était tellement émouvant, c'était très bizarre. C'était pas la meilleure expérience que j'ai eue, mais j'en garde un souvenir un peu. Ouais, je crois que ce qui m'a marqué, c'était de trouver un endroit, c'est trouver un arbre. Et c'est vrai que la première chose que je lui ai dite, elle m'a dit c'est la première fois. Et je lui ai dit non, je me suis rendu compte de mon mensonge. Et elle m'a dit, mais depuis quand tu l'as pas fait? Je dis la dernière fois que depuis que j'ai mes béquilles. Elle ne pouvait pas savoir depuis quand tu avais tes béquilles. Elle ne pouvait pas savoir que j'ai juré mes béquilles.
Tu as basculé directement dans cette histoire avec Denise, que tu appelles Maryse dans ton livre. Denise, que j'appelle Maryse. Euh, C'est au cas où elle me retrouverait. Elle t'a retrouvé depuis ou pas? Non, et figure-toi que je l'ai revue quelques années plus tard et c'est devenu une très, très belle femme. Mais peut-être qu'elle était déjà très jolie à l'époque, mais comme elle était jeune, on était jeunes. N'empêche que pour l'époque de laquelle nous vivions et le fait qu'elle soit sortie avec un handicapé, quand même, elle avait quelque chose de plus, je trouve. Ah bah, c'est évident. Que je lui ai pas rendu, l'hommage que je lui ai pas rendu, que je regrette. Que tu peux faire aujourd'hui. Je lui rends hommage. Parce que vraiment, on était dans une époque où le paraître était hyper important. Et puis cette fille qui accepte de sortir avec moi, alors qu'elle n'était pas n'était pas mal du tout. Et elle est encore plus belle aujourd'hui, je pense. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu dis quand on est un ado handi, il n'y a pas besoin de boutons ou d'appareils dentaires pour repousser les filles. Les béquilles ou les fauteuils suffisent largement. Je trouve que c'est bien résumé. Mais ce qui me sauvait, c'était mon humour. Donc alors, j'arrivais, je suis un peu inconscient et je suis un peu dans le déni. Hein. Je peux croire que je croyais que je plaisais beaucoup aux filles. C'était pas forcément vrai. L'humour plaît toujours aux filles, Ada. Ça, c'est clair. Tu le sais, et c'est bien pour ça que tu as choisi l'humour, j'imagine. Ben oui, c'est lui qui m'a choisi. C'était l'époque où tu avais quitté donc ta famille qui vivait en Algérie. Tu habitais chez ta tante à l'époque. Est-ce que tu as été accompagnée là-dessus sur les relations garçon-fille, sur les relations amoureuses, sur ce qu'on pouvait faire, pas faire Non, absolument pas. Et j'étais déjà donc j'étais dans un milieu. Ma tante et mon oncle c'était des ouvriers. Ma tante était femme de ménage et mon oncle il travaillait dans les chantiers. Eux-mêmes n'avaient pas forcément une culture générale très 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 grande et surtout on était quand même dans un milieu maghrébin des années 60-70, des gens qui étaient nés dans les années 50 même plus. C'est des gens qui étaient dans les années 30. Donc c'était quand même c'était des tabous sur tabous. C'est des sujets desquels on parlait pas et on parlait pas de grand chose. Et on se préparait à rien du tout, en fait. Ni à la rencontre avec les filles, ni ce qu'il fallait faire, ni ce qu'il fallait pas faire. Et encore moins de ma famille qui était restée au bled. Et du coup, toi, comment tu t'es préparé? Je crois que j'ai toujours improvisé, en fait. J'ai appris à pas être étonné. À savoir que, quelle que soit la situation, faire comme si j'avais l'habitude. Alors que j'étais super perdu au milieu, en me disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais faire comme si c'était normal pour moi. Et du coup, quand je suis sorti avec cette fille, il faut comprendre une chose, c'est que, je pense, comme j'étais handicapé, j'ai compris une chose très tôt, il fallait pas en faire plus et pas en faire moins. Et mon obsession, c'est quoi être normal. Donc, j'ai toujours été attiré par être normal. Donc, ne pas en faire trop et pas assez. Avec cette Denise, j'ai essayé d'être un gars normal, un jeune normal, et j'ai essayé ça toute ma vie. Et du coup, j'ai vécu un peu ma vie comme ça en me demandant à chaque fois, mais c'est quoi être normal? Mais je voyais bien qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales. Et ce qui me marquait le plus, évidemment, c'était la relation avec les parents. Je voyais bien que mes copains avaient des parents qui venaient aux réunions des parents d'élèves. Je voyais que mes copains avaient des parents qui les sortaient, qui faisaient des choses avec eux, et que moi, je ne faisais pas. Oui. Mais il n'empêche que je faisais comme si j'avais l'habitude et que c'était normal. Tu as fait comme si c'était normal. Elle a un peu compris. Elle a compris que c'était pas très normal. Oui. Et on est restés ensemble quand même un bout de temps. Enfin, pour les jeunes que nous étions, c'était quand même pas mal. Ouais. Vous êtes restés ensemble combien de temps? Je sais pas, mais ça doit être l'équivalent de quelques mois, oui. Oui, parce que je me souviens qu'on avait enchaîné sur l'été. Mais comme j'étais fou amoureux de sa sœur, il était hors de question que je la quitte. Parce que je voulais voir sa sœur tout le temps. Et un jour, il s'est passé un truc très bizarre. À la fin de l'été, donc sa sœur, elle s'appelait Christine. Je balance tout si jamais elle me voit. J'étais fou amoureux de Christine. Mais j'avais quand même beaucoup de respect pour Denise. Et en fait, elle l'a su, je lui ai dit un jour à Christine, je lui ai dit, écoute, moi j'ai pas envie de faire souffrir ta sœur ni rien, mais voilà, sache quel est mon état et que bon, voilà, parce que l'ami avec qui j'étais repartait, il était dans un centre, et puis la rentrée arrivait, donc moi j'étais, je partais le matin, je rentrais le soir, elle habitait pas dans le quartier, elle repartait, donc je savais que c'est la fin de l'été, comme dirait Laurent Boulzy. Et je lui ai dit voilà, quoi. Et donc c'était le matin, et l'après-midi, on revenait tous les quatre, donc moi, Denise et elle et son copain, et on revenait de la plage, je crois, et on est passé derrière un immeuble. En fait, on a longé un immeuble et on a tourné, et on a pris à gauche après l'immeuble. Et au bout du chemin, elle m'a dit, excuse-moi, je peux te parler, mais devant tout le monde comme ça, quoi. Et il n'y avait pas que nous quatre, il y avait quand même d'autres personnes, tu vois. Je dis oui, et elle s'est tournée vers les gens, elle leur a dit excusez-moi, c'est perso. Et elle m'a dit viens avec moi, et je vous jure que c'est vrai. On est parti. On a rebroussé chemin, donc on est revenu derrière l'immeuble. Elle m'a collé derrière contre le mur et elle m'a embrassé. C'était ça mon premier baiser en fait. Donc ton premier baiser, tu considères que c'est ton premier baiser? Là j'ai vu ce que c'était. Ouais. En fait, c'est ton premier baiser d'amoureux. Ouais, là j'ai vu ce que c'était. Ouais.
Et du coup, c'était quoi? Ça m'a perdu sur les femmes. J'ai compris que plus jamais je comprendrais les femmes. Aujourd'hui, tu te rends compte, c'était d'un culot au milieu, quoi. Il y avait tout le monde, elle leur a dit, excusez-moi 2 minutes, il faut que je lui parle. Et en même temps, c'était tellement lourd, ce qu'elle voulait dire à travers ce baiser, qui était, à mon avis, ne voulait pas dire je suis amoureuse de toi, mais il voulait peut-être, certainement, d'ailleurs, dire tu es important pour moi. Et si ça passe par ce baiser, ben, je te le donne. Et on est quand même, je réalise pendant que je te parle que on avait entre 13 et 14, entre 11 et, voilà, 12, 14, quoi. Et avoir ce cran-là, à cet âge-là, chapeau. J'ai eu la C'est chance très de beau. rencontrer des gens C'est vraiment très beau. extraordinaires, quand même. Ouais, cette fille est extraordinaire, je pense. Alors, elle, est-ce que tu l'as revue? Oui. Quelques temps plus tard, on était affranchis chacun de nos. On est sortis ensemble plus ou moins, mais ça a été assez rapide. Fulgurant. C'était fulgurant. Mais il n'empêche qu'elle m'a donné quelque chose de beau. Magnifique. Merci pour Cette confidence, mais non, mais on est là, on parle. Hein. Merci pour cette confidence, Ada. Mais non, mais merci à toi, parce qu'on n'a pas l'occasion de parler de ces choses-là, en fait. Ça te fait quoi de parler de ça là maintenant? Ben, déjà, je réalise que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai quand même rencontré des gens extraordinaires, même très jeunes. J'ai toujours pensé que j'ai toujours su que j'avais rencontré des gens exceptionnels, des gens particuliers. Mais en fait, on se rend pas compte, l'âge avançant, on se rend pas compte depuis quand ça date. Et je réalise que ça a toujours été ça, en fait. J'ai toujours eu la chance de rencontrer ces gens-là. Et parler de ça, c'est me renvoyer à cette époque où on se recherchait, où finalement, même quand on était paumé dans ce noir, j'allais dire, qui était tout ce qu'on se représente, tout ce que le monde nous renvoyait, ben, il y avait des gens qui nous donnaient un peu de lumière, quand même. Ce deuxième baiser, qui était finalement pour toi le premier baiser, est-ce qu'il a changé ou transformé quelque chose chez toi? Oui, évidemment. Après, on va aller sur un chemin sur lequel je ne pensais pas aller en parlant de ça, mais j'ai accepté la règle du jeu, donc on va y aller. Oui, parce que quand même, comme tu le sais, comme tu as lu mon livre, comme tu connais mon histoire, je suis quand même venu tout petit d'Algérie. J'ai un peu grandi seul. Ce premier baiser m'a rappelé ce qu'était le manque d'affection finalement. Cette fille qui t'embrasse délicatement avec quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un. Et le fait d'être pris dans les bras et tout, c'était… ouais, j'ai vu d'abord la dimension de ce que c'était. Et le manque, du coup, pour moi, que j'avais, et peut-être qu'elle m'a rendu un peu plus humain. Ouais. Tu parles d'amour, tu parles de tendresse, tu parles d'affection finalement. Moi, je pense que tout ça est lié. J'ai découvert avec cette fille, qui m'a rappelé ce qui me manquait. Et quand je dis elle m'a rendu plus humain, c'est que j'aurais pu évoluer dans un monde un peu froid, un peu comme un robot, ce qui compte, c'est d'avancer. Là, elle m'a rappelé qu'il y avait des sentiments, des émotions, et ce que c'était. Magnifique. En fait, elle t'a éveillé à la vie presque. Magnifique. Est-ce que tu as eu beaucoup d'autres premiers baisers? J'ai toujours été amoureux, en fait. J'ai compris dès le départ, en fait. Je pense que c'est dû au fait que j'écris et que je sois scénariste et que j'imagine des histoires. Je n'ai jamais pu avoir une histoire dite basique ou normale. J'ai toujours besoin d'un environnement, d'un monde, c'est une pièce de théâtre, c'est un film et où je suis dans une scène, dans un échange. Et, j'aime beaucoup ça. Et du coup, toutes les histoires que j'ai eues n'ont jamais été banales, on va dire. Et j'ai plein de premières fois, plein. Non, ben, du coup, évidemment que non, parce que les jeunes de ma génération à l'époque, alors je dirais un peu cru, mais c'était ce qui comptait, c'était la quantité, quoi. Et moi, j'étais absolument pas là. Ce qui me différenciait, beaucoup de mes copains d'ailleurs, ils se moquaient de moi. J'avais besoin de vibrer en fait. Et finalement, peut-être que, comme on dit, je suis pas quelqu'un de, malgré ce qu'on pourrait croire, physique ou quoi. C'est assez dans ma tête quand même. Et donc, toutes les premières fois que j'ai eues étaient scénarisées. Elles pourraient paraître scénarisées, mais elles étaient scénarisables. En tout cas, elles arrivaient, ces premiers baisers arrivaient comme s'ils avaient été écrits. À l'image de ce baiser avec Christine. C'est peut-être ça que j'ai toujours recherché, je sais pas. Hein. Mais tous ceux que j'ai eus, mais c'est vraiment en parlant avec toi aujourd'hui que je me rends compte que je réalise, tous ces premiers baisers n'étaient pas prévus. Et c'est ça qui les rend exceptionnels. Et tous différents pour le coup. Ada, quand tu regardes en arrière jusqu'à ce jeune adolescent, que tu peux refaire ton parcours à l'envers, quel regard tu poses sur ce parcours, qui est quand même assez exceptionnel et incroyable? Oui, et très souvent d'ailleurs, je m'arrête dans ce que je fais aujourd'hui pour revoir peut-être pas l'adolescent que j'étais, mais au moins l'enfant que j'étais. À savoir, cet enfant en Algérie, il n'y avait pas d'horizon, il n'y en avait pas du tout, il n'y avait pas d'avenir même. J'essaie de faire le parallèle aujourd'hui avec des choses complètement improbables, mais le mot que je cherche, qui me définit le plus, qui pour moi est l'essence même de ma vie, c'est le mot improbable. Et je suis attiré par ce qui est improbable en plus. Et je trouve ça exceptionnel. Quand j'étais tout jeune, je me souviens, jeune, il y a quelques années,
J'avais un ami qui m'avait prêté la maison de sa grand-mère. On était, je sais pas où, quelque part perdu dans la montagne. Je suis allé dormir là-bas et elle était dans son jus. Elle est restée dans les années 60, cette maison. Et je regardais les photos là et je me disais, mais est-ce que cette grand-mère, pouvait imaginer qu'un 30 ou 40 ans après, viendrait un Algérien dormir chez elle, un Algérien qui n'aurait jamais dû être là non plus. Et je trouve que c'est assez romanesque comme vie, finalement. Déjà, tu démarres avec l'idée que tu ne pourrais jamais marcher. C'est improbable. Tu marches. Mais ne serait-ce que se lever. Se lever. Tu dis d'ailleurs que tu as appris à nager avant de savoir marcher et que tu ne sais toujours pas marcher. La preuve, je nage très très bien. Cette vie qui démarre en Algérie, cet enfant qui est envoyé en France, qui est censé, en fait, ta famille, quand elle t'accompagne à l'aéroport, pense que tu vas rentrer d'ici quelques mois, que tu pars pour un temps donné et que tu vas revenir. Et au final, tu resteras vivre à Marseille. Ce destin qui t'amène jusqu'à la télévision, c'est quand même juste incroyable, improbable. Mais c'est exactement ça, ça définit ça. Qui m'amène à la télévision ou même qui m'amène à l'Élysée. Enfin, on s'en fout, on n'est pas dans l'image de ce que représente Brigitte Macron. C'est juste le truc le plus improbable qui soit. Qui t'invite à l'Élysée manger, qui te prend dans les bras quand tu arrives en t'embrassant, comment tu vas. Si quand tu fais le parallèle et quand tu vois à rebours d'où tu viens, c'est juste, c'est au-delà de tout ce qui peut se faire. Mais c'est tout ce qui fait ma vie, l'improbable. Écoute ce qui est improbable. J'ai une envie de BD. J'écris on en parlera tout à l'heure si tu veux, mais c'est juste pour que te souligner ça. J'envoie trois histoires qui tiennent sur une page et demie à Michel Lafon. Elle aime le concept, mais Elsa, donc, qui est la directrice, aime le concept. Elle me propose de faire la BD avec Laetitia Lehmann. Donc je fais la BD et il s'avère que le temps que la BD se fasse, qu'elle se prépare et que la promotion de la BD se fasse, tout ça, ma fille cherche un stage. Elle est prise chez Michel Lafon et c'est elle qui va s'occuper de la promo de ma BD. Là, je suis encore monté d'un cran dans ce qui peut être improbable. Complètement. Si ce jeune garçon-là de 11-13 ans te voyait aujourd'hui, tu penses qu'il te dirait quoi? C'est très compliqué comme question parce que d'abord, il n'y croirait pas. Il en rêvait, mais évidemment qu'il n'y croirait pas. Je ne sais même pas si un jour il a imaginé des choses comme ça. Moi, je lui dirais ne change rien, évidemment. Mais lui, il me dirait, mais non, laisse-moi tranquille, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Passer à la télé, faire des livres, rentrer test, mais tu es fou, quoi. Et du coup, je sais pas ce que moi je me dis. C'est compliqué, c'est la question quand même. Peut-être qu'il se dirait qu'il a fait les bons choix, en définitive. Parce que c'est tout ce qui nous définit. Enfin, c'est la grande question qu'on se pose, nous les humains, j'espère, en tout cas, une majorité. C'est est-ce qu'on a fait le bon choix? Où on va et est-ce qu'on y va et est-ce qu'on fait bien d'y aller? Est-ce que tu crois que c'est une question de choix? Je pense qu'on a quand même le libre arbitre en permanence, oui. Même quand on a l'impression que ce n'est pas un choix, c'est le premier choix qu'on a fait qui nous a amené là où on est aujourd'hui. C'est cette idée je pense par exemple que j'en suis là aujourd'hui parce qu'il y a des moments où je n'ai pas eu peur d'aller en me disant mais non, mais il faut y aller, on verra bien ce que ça va donner. Donc c'est un choix parce que tu choisis d'y aller. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait le choix, eux, de ne pas s'aventurer sur des terrains qu'ils ne connaissaient pas et qui peut-être le regrettent un peu aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie de connaître ça par contre. Toi, tu as fait le choix de faire comme si tu savais à chaque fois. Absolument. Parfois, je suis renvoyé à la réalité. Hein. Ouais. Parfois, si tu veux, un des derniers trucs que j'ai en tête, c'est j'ai fait le casting pour faire la série. J'y suis allé comme si j'avais toujours fait ça. J'ai été pris et je suis allé le premier jour sur le plateau comme si j'ai toujours fait ça. À part que quand je suis arrivé sur le plateau, j'ai vu cette lumière, 40 personnes qui tournaient, des gens qui me maquillaient, qui me parlaient. Ça s'est arrêté, j'ai eu très peur en me disant, mais qu'est-ce que tu fais là? Vite, rentre chez toi. Je pense que j'ai souvent eu des changements de vie. Quand je parle de vie, c'est intégralement de vie. Et j'ai le moment dans ma tête précis où je me dis, on laisse tomber ou on avance. Et là, pour la série, pour tout ce je vis aujourd'hui, dont cet échange avec toi, c'est parce que ce jour-là, je me suis dit, c'est maintenant, c'est que tu dis. Ou tu rentres, ou tu plonges. Incroyable. C'est quel choix j'ai fait. Quelle force. Si je résume ton credo, c'est faire comme si c'était jamais la première fois. Exactement, alors que c'est toujours la première fois. Oui. C'est une belle définition. Oui.
Ada, je t'ai demandé de choisir un objet qui, selon toi, ou qui symboliserait ou qui représenterait la joie. C'est quoi ton objet? Tu veux bien nous le présenter? Alors, j'avais un objet, mais je ne le retrouve pas là. Mais j'ai deux choses qui sont très importantes pour moi. Moi, je suis plus dans les souvenirs que dans les objets. Mais comme il a fallu choisir, j'ai un bouchon de béquille que je ne retrouve plus parce que j'ai déménagé il y a quelques temps. Et du coup, il doit être dans mes affaires. Mais c'était un bouchon qui m'avait servi à arriver au sommet du Toubkal. Le Toubkal, c'est le plus haut sommet du Maroc. Et je l'ai fait en 2010. C'était une aventure exceptionnelle, humainement, parce que je ne pensais pas qu'elle marquerait ma vie à ce point-là, parce que j'ai laissé des amitiés, j'ai laissé des gens, clairement, et j'ai rencontré d'autres. Et ceux que j'ai rencontrés, ils en valent là. C'est des gens exceptionnels. Et mon deuxième objet que j'aime bien, je ne sais pas si tu le vois là, c'est le livre d'Albert Cohen. C'est évidemment le livre de ma mère. C'est un peu en hommage à ma mère, mais c'est pas que. C'est la manière dont c'est écrit, la manière dont il fait preuve d'humour et dont il parle de son adolescence, cet enfant frisé. Il parle de Marseille en plus, tu vois, qui est un peu basané, qui arrive dans une école marseillaise où il se fait un peu vanner. Je me reconnais un peu là-dedans. Et puis je trouve qu'il y a il y a quelque chose d'exceptionnel dans la finesse, dans ce qui est écrit. Il dit les élèves de cette école me disaient que je ne saurais jamais écrire comme eux. 3 petits points, ils ont raison, j'écrirai jamais comme eux. Mais c'est d'une beauté, la réponse est d'une beauté, mais c'est exceptionnel. Et puis, il y a cette idée de ce gars qui part pour réussir et qui, une fois parti, une fois qu'il a réussi, se rend compte d'où il vient et qui est sa mère. D'où vient sa mère qui, elle, n'a pas changé, elle a toujours été linéaire. Et c'est le rapport qu'il a entre lui, ce bourgeois qui habite en Suisse, et sa mère qui arrive avec cet accent, qui aime les boulettes, tout ça, et qui le renvoie au Méditerranéen qu'il est et qu'il a été. Je trouve ça assez exceptionnel. Ça me touche toujours de lire ce livre. Ouais. Puis des fois, je fais comme sa mère lui disait de faire. Quand on va au restaurant, elle lui disait, quand il était passé à la mer, remplis tes poumons de cette mer. Cette odeur, elle te servira toute la semaine. Des fois, je dis ça à ma petite fille. Magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Du coup, ça me permet de rebondir sur comment tu fais pour te mettre en joie aujourd'hui? C'est quoi tes sources de joie? J'ai l'impression que tout ça n'est pas très sérieux de toute façon. La vie, tout ça, j'ai l'impression que c'est pas très sérieux. Quand je vois à quelle vitesse ça passe et que finalement on peut faire des tas de choses et on peut toujours passer au travers, quand je vois mon parcours, je me dis oui, bon, finalement on peut le faire. Et il y a des tas de choses qu'on peut faire. C'est pas très sérieux, c'est pas très solide, ça s'arrête comme ça. On maîtrise pas grand chose. Et en même temps, j'essaye quand même de temps en temps de me rappeler de la chance que j'ai d'être dans ce pays, dans cette vie, parce qu'on passe notre temps à critiquer. La France est un pays de râleurs, évidemment, on râle beaucoup. On fait des manifs tous les samedis, etc. On n'est jamais content. On parle de dictature, etc. Mais à mon avis, il faut aller voir ce qu'est une vraie dictature. Et je dis souvent, il vaut mieux être handicapé en France que valide dans certains pays. Et tu vois, je pense qu'un gars qui vit en Afghanistan, là, à l'heure où je te parle, à mon avis, voudrait plus être à ma place qu'à la sienne. Donc, il y a de quoi être heureux tout le temps, en fait. L'optimisme, le côté positif, il est partout autour de nous. Finalement, le bonheur, c'est un choix. La joie, c'est un choix. J'ai l'impression, oui. Oui, parce qu'on peut vraiment piocher ce qu'il y a autour de nous. On peut, peut-être pas le bonheur, mais en tout cas chercher la chose positive qui peut nous motiver. Il faut juste regarder autour de nous. Et on a ce truc, j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps, cette tendance à voir d'abord le côté négatif. Parce que j'ai l'impression on peut plus maîtriser le malheur que le bonheur. Le bonheur, il nous amène dans des choses où on perd un peu le contrôle. Le véritable lâcher-prise, pour toi, se trouve dans le bonheur. C'est ça que tu es en train de dire? Je pense, oui. Oui, c'est de laisser accepter les choses comme elles viennent, qu'elles soient la souffrance ou autre. Quoi qu'on fasse dans nos vies, ça nous demande un petit engagement quand même et un petit effort. Il y a une autrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Sandrine Roudot. Elle parle du pouvoir des utopies. Alors là, on a parlé un peu de ton passé, on a parlé un petit peu d'aujourd'hui. Elle parle du pouvoir des utopies pour construire demain. Et moi, j'aimerais bien savoir un petit peu si tu avais une utopie pour demain, pour le monde de demain, ce serait laquelle? Peut-être. Alors, tu sais qu'à travers Vestiaire et à travers tout ce que je fais, mon ambition, c'est de rendre l'handicap présent et visible. Parce que je pense, j'en suis convaincu, et on le voit de plus en plus avec la diffusion de plus en plus de films, de séries, et là des Paralympiques autour du handicap, que plus on le voit, moins on le voit. Dans l'absolu, mon utopie, évidemment, c'est une société où où il n'y aurait pas de différence. Ce serait juste quelque chose comme si on avait une tenue différente, le handicap. Et du coup, ça ferait de nous des gens comme les autres en permanence. Et ça enlèverait ce regard qui, de temps en temps, te renvoie
à cette image-là. Ouais, l'utopie, ce serait un peu ça. Ce serait une utopie. Moi, c'est en fait ma grande ambition, c'était de me dire, ma grande ambition, mon grand rêve, c'était de me dire, d'imaginer qu'un jour on soit attaqué par des extraterrestres, parce que je me dis que la Terre en danger, du coup, on devient tous terriens. Et toutes les notions nationalistes sauteraient complètement en se disant, mais non, le Chinois irait aider l'Africain, qui irait aider l'Européen, et ainsi de suite, et l'Américain et l'Indien. Des êtres humains qui vivons sur cette terre et qui avons besoin de résister à une attaque à l'ennemi, parce qu'on sait que c'est la difficulté qui crée le lien. Et du coup, voilà, je me dirais ça. Mais dans l'absolu, oui, c'est juste qu'on ne soit pas jugé sur... Je n'aime pas qu'on soit jugé sur un truc qu'on n'a pas choisi. Un jour, je discutais je faisais une animation avec des jeunes et autour de la série. Et il y a un des jeunes qui m'a dit, mais monsieur, tu dois être trop fier d'être arabe. Je dis, écoute, tu peux me demander si je suis fier d'avoir fait ma série, je te dirais oui. D'avoir écrit mon bouquin, je te dirais oui. De mener la vie que je mène, je te dirais oui. Être arabe, je l'assume, je suis très content de l'être. Mais je n'ai pas pour habitude de revendiquer un truc que je n'ai pas fait, que je n'ai pas choisi. Il y a eu un grand blanc, et puis Maradi m'a dit, ouais, vous avez raison, monsieur. Je voudrais finir avec une citation que j'ai lue dans ton livre que je trouve hyper belle. Ton livre est autobiographique, il est fait d'anecdotes sur ta vie, il est entrecoupé de dialogues avec ta fille, qui sont hyper touchants, hyper puissants, je trouve. Et à un moment, elle te pose une question et elle te dit, mais papa, pourquoi dit-on aimer à en mourir? C'est pas beau. Et tu lui réponds, t'as raison, on devrait dire aimer à en vivre. Merci pour cette citation, c'est juste hyper puissant. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Que ça continue. Et que ça continue à monter d'un cran. De toute façon, chaque année, ça monte d'un cran. Donc, que ça continue, ouais, que ça continue. Puis voilà, qu'on passe un peu cette période un peu stressante, un peu angoissante, et que les gens ressourient à nouveau. On a un peu senti ça cet été, là. C'était marrant de revoir des gens qui revenaient sur les terrasses et tout. Et il y avait des regards de compréhension. On se comprenait tous. On était tous contents d'être là. Il y avait un truc finalement, on partageait tous ce truc de ah, ça y est, on peut y aller. Et on était tous un peu complices de pouvoir boire ce verre en terrasse. Oui. Est-ce que tu veux bien nous rappeler un petit peu ton actualité du moment? Bah écoute, oui, avec plaisir. Moi j'ai tourné, donc là on vient de finir le tournage de la saison 11 de Vestiaire, qui passe tous les samedis à 21h sur France 2. Et donc la saison 11 devrait commencer en septembre. Et surtout, je suis très heureux parce que le 23 septembre sort d'une manière intergalactique ma première BD qui s'appelle Les Scouts. Donc je suis vraiment très très fier parce que j'ai été élevé d'abord au scoutisme, parce que j'ai été scout, et j'ai été élevé au BD. Et pouvoir faire une BD... Voilà, je suis très très heureux, vraiment, mais vraiment. Et puis surtout, voilà, j'aurais fait un film, une série. J'ai fait un livre, une série, j'ai fait pas mal de choses. J'ai l'impression de boucler la boucle au fur et à mesure et peut-être je passerai à autre chose après. Ouais, la BD, c'est un rêve de gamin. Complètement. Ouais. Ma première fois. Bravo. Ada, je te remercie. Merci d'avoir été ce merveilleux parrain aujourd'hui. Je te dis à bientôt. À très vite, oui, bien sûr. Merci à toi et bonne chance et bonne continuité à ces postes. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.